Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour ce programme Leader d'Afrique. Et Leader d'Afrique reçoit ce soir pour votre grand plaisir Ibrahima Diong. Avant de nous entretenir avec lui, nous vous proposerons l'éditorial qui lui a été consacré et qui est signé Maktar Sylla. Par Mons et par Vaux, dans l'action, en quête d'expérience et de résultats. Il ne serait pas exagéré de dire d'Ibrahima Diong qu'il est doté d'ubiquité. Naviguant du développement du secteur privé aux techniques de négociation, de la gestion du changement à la mobilisation de ressources, de la formation au management et au leadership, à l'ingénierie civile, du développement des infrastructures, à la communication pour le développement, et j'en passe, le fondateur du cabinet panafricain ACT Afrique, groupe basé à Dakar, a plusieurs cordes à son arc. Son leitmotiv, à travers toutes ses activités, demeure le développement de l'Afrique. Son itinéraire le justifie amplement. Conseiller senior de BNP Paribas à Londres, ministre conseiller spécial du président de la République du Sénégal, avide de technologie et d'investissement, il a contribué à faire bouger l'INSEE projet, dont certaines infrastructures de dernière génération qui surgissent dans son Sénégal natal, mais aussi dans d'autres pays africains. Technocrate certes, mais aussi diplomate, ambassadeur itinérant, chef d'entreprise, mettant la main à la pâte, il bouge et fait bouger les projets dans les secteurs énergétiques, aéronautiques, routiers, hydrauliques, ferroviaires, environnementaux, etc. Cet ancien cadre de la Banque mondiale et de l'IFC a su associer conception et mise en œuvre d'initiatives en programmes réussis à travers le continent. Quoi de plus normal qu'il soit l'invité de Leader d'Afrique de Label TV, la chaîne panafricaine internationale. Cher Ibrahima Diong, bonsoir. Nous vous recevons avec beaucoup de plaisir sur notre émission Leader d'Afrique et nous allons vous laisser le soin de revenir sur votre parcours plutôt brillant et exceptionnel et vous présenter par vous-même à nos téléspectateurs. Alors, la meilleure façon de décrire mon parcours, d'abord sur le plan éducatif, j'ai eu la chance d'avoir étudié en Afrique, en Asie et aux États-Unis, ce qui me donne quand même une belle expérience de l'exposer à différentes cultures de l'Asie en Afrique. Sur le plan professionnel, j'ai également eu la chance de démarrer ma carrière, il y a de cela 27 ans, ça ne me rajeunit pas, avec des communautés au Sénégal pour aider à l'approvisionnement en eau potable dans les communautés sénégalaises, dans le milieu rural. J'ai eu la chance de continuer aux États-Unis dans un cabinet conseil à l'époque des grandes privatisations où j'ai travaillé pour le cabinet Booz Allen, qui est un grand cabinet de conseil. Alors pour les raisons que tous les Africains qui sont aux États-Unis le font, j'ai rejoint le groupe de la Banque mondiale où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avant de me retrouver en 2007 au Sénégal, dans le gouvernement sénégalais, où j'ai eu à apporter ma modeste contribution à transformer l'économie sénégalaise, notamment par l'aéroport, l'autoroute, l'énergie et tout ce qui s'ensuit, qui aujourd'hui a un impact visible et considérable pour le Sénégal. Et enfin, je me suis retrouvé à Londres pendant 4 ans, à la BNP Paribas, où j'étais le conseiller pour l'Afrique de la banque. Me connaissant, aimant les grands défis, il y a de cela 7 ans, j'ai décidé de rentrer au Sénégal et de créer ma boîte qui s'appelle ACT Afrique. Voilà, cher Ibrahima Diong, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes étapes de ce parcours que vous venez de décrire et faire un focus sur celles qui vous ont le plus marqué? Alors je dirais d'abord, il y a de ça 27 ans, comme je disais, jeune ingénieur, je suis rentré au Sénégal, travaillant pour une ONG, on m'a confié la mission de développer des projets d'adduction d'eau dans des villages sénégalais. Je ne me rendais pas compte à l'époque que l'ingénieur, avec toute sa technicité, est confronté à des problématiques aussi simples que l'approvisionnement en eau potable. Le fait de pouvoir structurer des projets d'adduction potable et de pouvoir aider des jeunes femmes qui faisaient des kilomètres pour avoir accès à l'eau potable, l'avoir au niveau de la maison, m'a permis d'avoir une grande satisfaction dès le départ de ma carrière qu'on peut effectivement faire de la différence. Je pense que le deuxième point marquant, c'est qu'en 2007, ayant une carrière internationale comme à la Banque mondiale, j'ai décidé de rentrer au Sénégal parce que j'avais envie d'avoir, d'une part, d'apporter ma contribution
mais aussi de voir au sein des gouvernements africains pourquoi les réformes ne se font pas aussi vite que je le souhaitais et qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de capacité pour nous permettre d'aller vite. Et j'avoue que ça a été les meilleurs 4 ans de ma carrière parce que je ne travaillais pas seulement pour une promotion, j'ai travaillé parce que je pensais que mon pays avait besoin de moi et je pense que j'ai apporté ma contribution. Alors le troisième point qui naturellement qui nous réunit aujourd'hui, le fait d'avoir quitté tout cela pour devenir un entrepreneur et créer la boîte ACTCom et de pouvoir rassembler des jeunes talents africains avec qui nous sommes en train de transformer l'Afrique à notre manière. Et puis aujourd'hui, vous êtes le président de l'association Dakar Business Hub. Qu'est-ce que c'est? Alors ACT Group est un cabinet que j'ai créé il y a cela 7 ans. Alors je l'ai créé d'ailleurs à partir de rien du tout, dans la mesure où quand j'étais à Londres, le jour où j'ai travaillé à la BNP Paribas, le soir, je réfléchissais à un projet qui me permettrait de retourner au Sénégal, mais un projet qui regrouperait tout ce que j'ai fait pendant 27 ans. Et de cette expérience, il y a 3 domaines importants que je trouve extrêmement importants pour le continent africain, sur lesquels le business et les affaires de ACT sont bâtis. Le premier d'abord, c'est la mobilisation des ressources, qu'on appelle donc la banque d'affaires, qui permet d'accompagner les États et les privés à mobiliser des ressources financières de manière professionnelle. Et la motivation est toute simple, c'est que quand j'étais donc au gouvernement sénégalais, j'avais constaté la valeur ajoutée de professionnaliser la façon de mobiliser des ressources pour un gouvernement. Ça suffit préparer des projets de manière structurée et avoir une stratégie de mobilisation des ressources. La deuxième motivation, c'est que j'ai aussi remarqué que malheureusement, nos gouvernements africains ou même les privés africains sont très mal accompagnés. Et donc, un conseil stratégique permettrait d'abord à nos États de pouvoir défendre leurs intérêts, les privés de pouvoir bien négocier avec leurs partenaires. Donc, un conseil stratégique est extrêmement important pour le continent africain. Et enfin, le dernier point qui fait partie de ma passion, c'est ce que moi j'appelle la communication de développement. Malheureusement, partout en Afrique, on se vend très mal. On n'arrive pas à raconter des histoires de manière convaincante. Résultat, on a l'impression, quand on voyage à travers le monde, on n'arrive pas à convaincre. Donc j'avais constaté très tôt l'importance de coacher, de doter nos gouvernants des outils de communication qui les permettent donc de convaincre. Donc à résumer, ACT Group tourne autour de 3 métiers, la banque d'affaires, le conseil stratégique et la communication de développement. Et puis, vous êtes un modèle de success story, un acteur majeur du secteur privé africain. Mais au-delà de ça, vous avez décidé de mettre en place une plateforme pour tirer vers le haut d'autres acteurs en devenir du secteur privé africain. D'où vous vient cet élan de générosité? Alors, il y a de cela 7 ans, quand j'avais lancé le cabinet ACT, j'ai vite compris qu'au-delà même des projets et des transactions, il y a un besoin énorme de fédérer les énergies du secteur privé. Alors, pour 2 raisons. La première d'abord, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait, quand je regardais malheureusement des télévisions sénégalaises, en tout cas certaines télévisions, que les débats, en tout cas surtout sur les questions économiques, n'étaient pas fameux. Et je me disais, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir proposer une alternative pour qu'il y ait des débats de qualité. La deuxième motivation, j'ai beaucoup de jeunes Sénégalais qui m'ont voyé, qui voyaient d'autres modérateurs africains, mais à l'étranger, mais qui n'avaient pas l'opportunité de nous voir au niveau national. Et puis, troisième motivation, même, j'allais dire, c'est qu'il y a tellement d'idées qui sont suggérées ça et là pour améliorer l'économie africaine. Malheureusement, ça reste des débats de salon et des débats de bureau. Avec un groupe d'amis, on a installé donc un think tank qui s'appelle Dakar Business Hub et qui se réunit tous les 2 mois pour débattre des sujets économiques, des sujets financiers, pour nous permettre d'apporter notre modeste contribution à la qualité de débat, mais aussi à des suggestions pour que nos États puissent tenir compte de la contribution du secteur privé
africain. Jusqu'ici, on a eu au moins une dizaine de débats à partir desquels on a fait des recommandations en espérant que nos États vont les prendre en considération et apporter les réformes idoines. Et pour en revenir au secteur privé africain que vous connaissez, et encore mieux celui du Sénégal, est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'il se porte? Il faut quand même reconnaître que dans le cadre du Sénégal, avec le plan Sénégal émergent, il y a une forte volonté d'impliquer le secteur privé national dans la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent. Il faut aussi saluer qu'avec l'arrivée du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, qui est quand même pro-business, il y a une forte volonté d'impliquer le secteur privé national dans les grands projets donc, de ce pays. Alors, pour ce faire, il faudrait que le secteur privé national s'organise pour pouvoir saisir ces opportunités, que ce soit les autoroutes à péage, l'énergie, beaucoup de secteurs importants. Si le secteur privé ne s'organise pas, naturellement, ils ne pourront pas capitaliser sur ces opportunités. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait quand même saluer que le secteur privé national sénégalais a décidé de mettre en place un club des investisseurs sénégalais qui permet ensemble de pouvoir investir ensemble, co-investir ensemble et porter la voix du secteur privé sénégalais. Naturellement, il y a d'autres plateformes comme CNP, d'autres plateformes du secteur privé qui sont aussi importantes. Je pense que ce qu'il faut saluer, c'est que le secteur privé national sénégalais est en train de réunir les moyens de sa politique pour les permettre d'être des vrais acteurs économiques dans l'économie sénégalaise. Alors pour le secteur privé africain, je l'avais dit tantôt, la plateforme qu'on avait mise en place, Dakar Business Hub a une volonté panafricaine. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on aura un Dakar Business Hub, on aura un Cotonou Business Hub, on aura Abidjan Business Hub, pour que partout en Afrique, le secteur privé se réunisse, fédère leurs énergies et apporter une vraie contribution au développement de notre pays. Et c'est ça, c'est mon souhait, c'est notre volonté, pour qu'ensemble, les privés soient des acteurs qui contribuent et qui s'approprient nos économies, comme ça se fait en Asie, en Amérique latine ou ailleurs. Et c'est ça, au fait, à mon avis, la direction qu'il faut prendre. Et nos États devraient naturellement nous accompagner. Un État a la volonté, un État a la responsabilité, j'allais dire, de créer un cadre qui permet à ce que les privés mettent en avant son talent et son savoir-faire. Et puis, vous avez joué un rôle de pionnier dans la démocratisation des affaires au Sénégal, partout en Afrique, nous le disions. Comment avez-vous su exactement ce qu'il fallait faire et surtout, quand est-ce que c'était le bon timing pour le faire? Alors, ce qu'il faudrait noter dans mon background, il y a de cela, j'allais dire, une dizaine d'années, je m'occupais du développement des PME à la SFI, la Société financière internationale de la Banque mondiale. À l'époque, ma mission première, c'était d'accompagner les jeunes entrepreneurs à avoir accès au capital, au savoir-faire et au marché. Et ce que j'ai constaté de par cette expérience, c'est que partout en Afrique, il y a de la créativité, de l'innovation et beaucoup d'énergie à entreprendre. Maintenant, le rôle de nos États ou des institutions financières, c'est d'apporter cet appui-là qui permettrait à ce que l'entrepreneur africain puisse réussir sa mission. Parce que quand il réussit, il contribue à la création d'emplois, il contribue à la croissance, il contribue au développement du secteur privé donc, dans nos pays. À terme, j'ai aussi compris que le rôle d'un État, ce n'est pas de faire ce que fait le secteur privé. D'ailleurs, j'ai un ami malaisien qui a l'habitude de me dire le rôle d'un État, ce n'est pas de faire du business, c'est de faciliter le business. Parce qu'à terme, une fois que le business est facilité et qu'il y a la réussite, on va payer nos impôts, on va créer des emplois, on contribue à la croissance. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, le secteur privé africain a énormément évolué. Il y a de cela quelques décennies, et le secteur privé, c'est celui qui est proche du régime qui est en place. Aujourd'hui, le secteur privé africain, c'est mon profil, c'est des gens
qui sont suffisamment éduqués, qui ont des business plans, qui regroupent des équipes et qui arrivent à monter une entreprise de manière structurée, organisée et ordonnée. Et pour moi, c'est cette tendance-là qu'il faut encourager pour que partout en Afrique, au-delà même d'aller chercher de l'emploi à l'État, qu'on puisse entreprendre, parce qu'en entreprenant, on crée des emplois aussi. Et aujourd'hui, il y a un problème assez manifeste, c'est comment rendre le secteur privé sur le continent africain beaucoup plus attractif. Écoutez, d'abord, ça commence par ce que je disais tantôt. Les défis du secteur privé africain, si on peut les résumer en 4 points, c'est l'accès au capital, l'accès aux capacités, l'accès au marché et l'environnement des affaires. Donc pour les renforcer, tous nos États devraient faire tout ce qu'il faut pour pouvoir adresser ces 4 défis que je viens donc de citer. Au-delà de ça aussi, il faudrait les encourager à fédérer leurs énergies et leurs efforts. Le fait qu'au Sénégal, le privé a accepté de fédérer ses efforts et de créer un club est le genre d'initiative qu'il faut encourager pour permettre à nos privés de pouvoir approcher nos États de manière forte, mais aussi de manière solidaire. Le reste maintenant, il faudrait aussi que le secteur privé soit ouvert au reste du monde. On est quand même dans un monde globalisé où il y a les Chinois, les pays du Golfe. Il faudrait qu'en négociant avec ces pays-là pour des partenaires stratégiques, que ce soit des partenaires qui sont donc win-win, pour permettre à nos secteurs privés de pouvoir côtoyer les acteurs du privé en Asie ou dans le reste du monde, ou pour que même quand ces privés viennent en Afrique, leurs partenaires locaux, c'est le secteur privé du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et permettre au moins à ce que ce soit pas des étrangers qui viennent et qui occupent toute l'économie de nos pays sans qu'il y ait aucune valeur ajoutée du secteur privé national. Et c'est la raison pour laquelle moi je conseillerais à tous les États de tout faire, d'amener son secteur privé quand il négocie avec les États pour que ce secteur privé soit renforcé, encouragé, soutenu et appuyé comme il se doit. Vous dites que 80% des emplois sont créés par le secteur privé en Afrique et pourtant le secteur public reste toujours la cible des diplômés qui préfèrent se trouver dans un certain confort en devenant fonctionnaire plutôt qu'en s'investissant dans les affaires. Oui, Robert, 80%, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt les études qui ont été faites par beaucoup d'institutions que la participation du secteur privé dans la création des emplois partout en Afrique est à hauteur de 70 à 80%. Mais au-delà même des chiffres, je pense que le plus important, c'est peut-être de s'aventurer un petit peu sur le changement d'état d'esprit. Je suis quand même suffisamment vieux pour savoir que vers les années 80-90, quand on sortait de l'université, l'employeur principal des diplômés de l'université, c'était l'État. Et aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui sortent de l'université, la plupart d'entre eux vont aller chercher de l'emploi dans le secteur privé ou entreprendre. Donc ça veut dire tout simplement que l'état d'esprit est en train de changer et que ce n'est plus à l'époque où l'État est la destination principale pour trouver de l'emploi. Et puis deuxièmement, il y a aussi que l'État n'a pas cette volonté de pouvoir recruter partout, parce que le rôle d'un État, comme je l'avais dit, c'est de faciliter, c'est de créer un cadre, un écosystème qui permet à ce que ceux qui veulent entreprendre vont entreprendre et ceux qui veulent travailler dans le privé vont dans le privé, à condition que l'État naturellement crée des conditions d'impôt, de taxation qui permettent à ce que l'économie soit soutenue par l'État et que le privé fasse ce qu'il fait de bien. Je vais donner un exemple aussi simple. Moi, je me souviens, je suis suffisamment vieux pour me rendre compte qu'il y a de cela 30 ans, même le cinéma de mon quartier appartenait à l'État. L'État n'a pas quand même la volonté de gérer une salle de cinéma. Aujourd'hui, les salles de cinéma sont entre les mains du privé. Ça montre qu'on est venu de très loin. Et l'exemple, c'est vous-même. Vous étiez un éminent cadre de la Banque mondiale et vous avez décidé de tout plaquer pour vous mettre à votre propre compte.
un pari plutôt osé quand même. Oui, en fait, en réalité, je suis quand même un peu atypique. Je n'ai jamais été quelqu'un qui est dans une dynamique de gérer les longues carrières. Moi, j'ai toujours été animé par trois choses. Tout ce que je fais, je voudrais qu'il y ait des résultats. Mais une fois que les résultats sont atteints, je veux qu'il y ait un impact en termes de la différence. Et je veux contribuer à ce qu'on appelle la legacy, un petit peu l'avenir. Et ces trois-là ont guidé toute ma carrière. Et c'est la raison pour laquelle, en 2007, je me souviens très bien, quand j'avais quitté la SCFI, la Banque mondiale, pour rejoindre le gouvernement sénégalais, la plupart de mes collègues pensaient que c'était suicidaire. Parce qu'il y a très peu de gens qui le font et qui quittent ces emplois extrêmement confortables pour aller faire ce que j'ai fait. Et je l'ai dit tantôt, ça a été la meilleure décision de ma vie, de ma carrière. Je suis passé de quelqu'un qui gère une carrière à quelqu'un qui veut faire la différence. Et ce que j'ai pu faire pour mon pays, modestement, a contribué à la transformation du pays. Et c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et puis deuxièmement, je me suis dit aussi à l'époque, en quittant ces institutions-là, il y a aussi une vie après la Banque mondiale. Il faudrait quand même qu'on tienne ça en considération, qui fait que beaucoup de mes anciens collègues, quand ils voient ce que j'ai pu faire après la banque, le gouvernement sénégalais, la banque à la BNP, l'entrepreneuriat, tout ça montre qu'effectivement, quand on est animé par une volonté de faire de la différence, même après la Banque mondiale, il y a encore une vie. De l'idée jusqu'à la concrétisation d'un projet, il y a tout de même un parcours au milieu duquel beaucoup de personnes rebroussent chemin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de ceux qui se lancent mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout? Ben moi, je pense qu'il faudrait, je le dis très souvent, je donne souvent des présentations sur l'entrepreneuriat en Afrique. Je disais, pour moi, il y a 5 critères extrêmement importants. Le premier, d'abord, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir une idée. Mais une idée, ce n'est pas un business. Il y a beaucoup de gens qui ont de très bonnes idées, mais qui n'arrivent jamais à les réaliser. La deuxième chose qui est importante dans l'entrepreneuriat, il faut avoir ce qu'on appelle un business model. Quel que soit ce que vous vendez, s'il n'y a pas personne qui veut l'acheter, il n'y aura pas d'entrepreneur. Donc, par conséquent, c'est important de voir, est-ce que ce que vous offrez, par rapport à ce qu'offre la concurrence, qu'est-ce qui vous différencie des autres, qui fait que les gens seraient intéressés à venir acheter votre produit. Et c'est pour ça que les gens prennent du temps pour développer un business plan, voir le marché, voir la concurrence. Le troisième élément qui est extrêmement important pour moi dans l'entrepreneuriat, il faudrait une équipe. Tu ne peux pas tout faire. Et la plupart du temps, malheureusement, nos entrepreneurs ont tendance à tout accaparer, ils veulent tout faire, et ils se retrouvent qu'au fait, qu'ils ne sont pas des supermen ou superwomen. Le fait de reconnaître ses limites et de se faire encadrer, accompagner par des jeunes, par d'autres personnes qui sont du talent, est une manière de reconnaître ses limites et de se faire accompagner par des gens qui vous complètent. Alors, le quatrième élément que j'entends très souvent, c'est les financements. Mais en réalité, si vous avez une bonne idée, un bon business model, vous avez une bonne équipe, vous trouverez donc les financements parce qu'il y a de l'argent qui est disponible pour vous accompagner. Là n'est pas le nerf de la guerre. Mais le dernier élément qui est extrêmement important, de mon expérience et de l'expérience de ACT, c'est que les anglophones appellent le timing. Est-ce que vous avez une bonne idée, une bonne équipe, un bon business model et de l'argent et vous avez lancé votre entreprise au bon moment? Parce que si vous retardez la décision, si vous hésitez, si vous êtes dans des situations de confort, de sécurité, au moment où vous vous lancez, l'idée a évolué, le business model a changé, le marché a évolué, les équipes que vous avez ciblées ne sont plus disponibles et l'argent n'est même plus disponible. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, quand on le sent, il faut le faire, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout. Naturellement, vous aurez des difficultés, des doutes à des moments, mais ça fait partie au fait du charme de l'entrepreneuriat. Et puis il se dit que pour avoir un secteur privé fort, il faut des champions. Mais est-ce que l'État joue toujours son rôle d'accompagnateur dans ce sens? Mais d'abord,
Quand vous regardez, par exemple, le Nigeria, la plupart des milliardaires ou les hommes d'affaires nigériens ont été plus ou moins faits par l'État nigérien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié des personnes qui ont du potentiel, et ils ont accompagné, ils ont soutenu. C'est aujourd'hui les Dangote de ce monde, c'est les tauliers de Mino, c'est d'autres Nigériens qui ont quand même réussi, qui sont des champions. Mais je pense que dans le monde francophone, il faudrait aussi tendre vers cela, qui permet à ce que l'État identifie des privés qui ont du potentiel et les accompagner, parce que leur réussite, c'est la réussite du pays et de l'économie sénégalaise ou d'autres pays africains. Donc c'est à ce niveau-là, effectivement, que l'État a l'obligation de les identifier, mais aussi de créer des règles de jeu qui sont suffisamment claires pour qu'il n'y ait pas de privilèges des uns contre les autres, et que chaque personne qui a une bonne idée, qui veut entreprendre, l'État a la responsabilité de pouvoir les encourager, les soutenir pour que chacun puisse avoir la même opportunité, la même chance de se développer. Parce que l'entrepreneur ne demande pas des faveurs, l'entrepreneur demande tout simplement un accompagnement pour lui permettre de mettre en avant sa bonne idée, en espérant qu'on peut passer d'une idée à un business qui crée des emplois. Et comme c'est le cas aujourd'hui à ACT, j'ai démarré avec une personne, on est une vingtaine de personnes. À l'espace de 7 ans, on a créé des emplois. Ça montre qu'effectivement, on peut contribuer à la société sénégalaise et à l'économie de notre pays. Quels sont les grands défis qu'il reste à relever aujourd'hui au secteur privé africain? Pour moi, c'est d'abord le défi, ce qu'on appelle le défi de la générosité. Il est clair que pendant très longtemps, le secteur privé, dans la plupart de nos pays africains, chacun pense qu'il peut le faire tout seul. Résultat, ils n'ont pas une masse critique, ils ne peuvent pas être pris très au sérieux par leurs États, et chacun se retrouve sur des petits projets ou des petites initiatives. Le fait qu'au Sénégal, les privés ont décidé de créer un club qui fédère leurs énergies et leurs efforts montre que les privés dans notre pays commencent à comprendre la force et le poids de se regrouper. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Et pour pouvoir le faire, il faut que chacun puisse être généreux, créer de l'espace pour que tout le monde puisse travailler ensemble en termes de consortium, en termes de coalition du secteur privé. Je pense que le deuxième défi, c'est arriver aussi à trouver les capitaux qu'il faut pour accompagner nos entreprises. Une entreprise qui grandit ne peut être accompagnée que par des ressources longues. Ça ne peut pas être une dette qu'on va prendre dans une banque commerciale de la place à des prix extrêmement élevés. Il faudrait qu'il y ait des fonds d'investissement qui croient en vous et qui vous accompagnent dans la croissance de votre entreprise selon vos besoins de financement pour qu'on puisse vous apporter les ressources longues nécessaires. Il faudrait aussi qu'il y ait un développement du capital humain. Parce que le développement d'une entreprise, ce n'est pas seulement de l'argent. Il faudrait aussi qu'il y ait des ressources humaines fortes, qualifiées. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de jeunes super bien formés dans les universités africaines ou en Europe et qui reviennent. Maintenant, une des choses qui me passionne au niveau de ACT, c'est ce qu'on appelle le mentoring. Et il faudrait vraiment que nous qui avions quand même cette chance d'avoir fait certaines écoles, quand on revient et qu'on crée nos entreprises, qu'on ne se limite pas seulement à gagner de l'argent, mais qu'on prenne du temps pour pouvoir accompagner, conseiller ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas qui démarrent dans le milieu professionnel. Et tout ceci fera que chacun va jouer sa partition. Ce qu'on m'a donné, je le donne à d'autres personnes et la roue tourne. On arrive à ce que la générosité nous permet de pouvoir contribuer de manière généreuse à nos pays respectifs. Et vous, vos rapports avec les politiques en bonne intelligence? Alors, il faut quand même savoir que c'est une question que je reçois très souvent. En 2007, quand j'avais décidé de quitter la SFI pour rejoindre le gouvernement sénégalais, on me disait, oui, mais tu es maintenant avec les politiques. Et je disais tantôt que, écoute, moi, je suis un technocrate, j'apporte ma contribution. Et finalement, j'ai trouvé la formule d'écouter, il y a la bonne politique et la mauvaise politique. Et je crois que pour moi, la bonne politique, c'est celle qui, d'abord, d'une part, fait preuve d'un leadership orienté vers les problématiques de nos pays
La bonne politique, c'est celle qui permet à ce que nos États puissent se projeter dans le temps et pas seulement cette attitude très court terme. La bonne politique, c'est s'assurer que nos politiques sont entourées par des bonnes ressources humaines qui sont animées par cette envie et ce désir de transformer nos pays respectifs. Donc ma relation avec les politiques, c'est que si un pays X, Y en Afrique a la volonté de transformer donc son pays, on peut apporter le savoir-faire technique pour pouvoir les permettre de réaliser leur vision, leur ambition, tout en sachant qu'à terme, l'objectif, c'est de faire la différence et impacter la vie donc, des Africains. Donc la politique, pour moi, ce n'est pas un tabou, mais il y a la bonne politique et la mauvaise politique. Et d'un point de vue personnel, professionnel, vous avez certainement nourri de grandes ambitions. L'exemple est là, votre modèle de réussite parle, mais est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a un sentiment d'inachevé quelquefois? Alors celui que j'ai relevé, il y a 107 ans, comme je disais, j'avais plusieurs options. De retourner dans les grandes institutions internationales, de rester dans le privé, d'aller travailler ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Je m'étais dit tout de suite que ma meilleure contribution que je peux apporter pour le continent africain, c'est de retourner et de créer une société qui regroupe tout ce que je sais faire. Mobiliser des ressources, conseiller des États et des privés et communiquer. Donc le fait, à l'espace de 7 ans, j'ai pu créer cette société-là à partir de zéro, pour moi, c'est une grosse satisfaction parce que ça montre que quand on a une idée et qu'on va au bout de son idée, on peut arriver à avoir cette idée donc se réaliser. Et une de mes grandes satisfactions, c'est de circuler dans les couloirs de nos bureaux et de voir tous ces jeunes Africains qui viennent de 6-7 nationalités et qui ont pris mon idée et qui l'ont amené à un niveau même meilleur que ce que j'avais démarré au départ. Le degré que je peux avoir, c'est tout simplement de ne pas pouvoir être partout en Afrique. C'est le fait aussi de ne pas pouvoir fédérer d'autres Africains dans d'autres parties du continent pour qu'ensemble, qu'on puisse arriver à apporter notre contribution en tant qu'Africain, en tant que panafricain. Je ne désespère pas naturellement et je continue toujours à croire à cette nouvelle Afrique. Cette nouvelle Afrique qui est donc animée par l'excellence, la qualité, le professionnalisme et le sens du devoir et nous espérons qu'ensemble, nous pourrons y arriver. Et à cette ère dite des émergences africaines, quelles sont les grandes tendances actuelles et à venir? Écoutez, pour moi, encore une fois, les grandes tendances, c'est que, comme je disais tantôt, les secteurs privés africains, partout dans le continent, veulent être des vrais acteurs économiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils ont de l'ambition. Ils ne veulent pas s'occuper seulement des petits projets, ça et là. Ils souhaiteraient que partout où nos gouvernements développent des grands projets d'émergence et de développement, qu'on tient compte de son secteur privé national. Un exemple aussi simple, quand on met en place une autoroute à péage, il faudrait que le concessionnaire de cette autoroute à péage travaille avec les secteurs privés nationaux pour pouvoir être dans un consortium et que le secteur privé national s'approprie une partie donc, de ce projet. Ce que le privé national aussi demande, c'est que le dialogue entre le privé et l'État n'est pas forcément un dialogue qui doit être tout le temps de confrontation. Ça peut être plutôt de confrontation d'idées, d'idées économiques, de transformation, du rôle du secteur privé pour qu'ensemble, chacun joue sa partition. Parce qu'aujourd'hui, le leadership dont on a besoin dans le continent, il n'est pas seulement politique. Il doit être du secteur privé, il doit être de la société civile et par conséquent, le privé devrait être plutôt ce que moi j'appelle un privé de contribution pour qu'on puisse faire émerger nos pays. Maintenant, il faudrait aussi tenir compte du fait que pour que ce privé-là puisse quand même s'épanouir, il faut que le cadre légal et réglementaire soit adéquat, il faut qu'il y ait un écosystème, pas de clientélisme, mais de professionnalisme. Il faudrait un État qui accompagne aussi ces privés pour ses impôts, qui ne les suffoque pas et qui les permet un petit peu de respirer et de pouvoir contribuer donc à se développer.
Si tout était à refaire aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de revenir en arrière et de commencer à zéro, est-ce que vous emprunteriez le même parcours? La courte réponse, oui. La longue réponse, c'est que j'aurais aimé le faire avec d'autres Africains et essayer de les convaincre de croire à cette vision, que l'avenir du continent est à notre main et qu'il n'y a pas une personne qui peut le faire, c'est plusieurs personnes qui peuvent le faire. J'aurais aimé développer dès le départ une masse critique d'Africains qui croient à l'excellence, à l'émergence et qui croient à ce que les solutions du continent africain sont entre nos mains. Et ça, je ne désespère pas. Je continue toujours à fédérer d'autres Africains autour de cette vision que j'appelle la Nouvelle Afrique, qui est l'Afrique qui croit encore une fois que les solutions de nos problèmes sont entre nos mains. Et maintenant, avant de refermer cette édition, un mot, quelques conseils à l'endroit de cette jeunesse africaine qui voit en vous un modèle. Alors, la première chose à dire, c'est ce que j'avais dit tantôt, c'est que cette jeunesse doit comprendre qu'il y a une ferme volonté de partout en Afrique de mettre en œuvre ce que moi j'appelle la Nouvelle Afrique. Et cette Nouvelle Afrique, comme je l'avais dit, sera bâtie autour d'un leadership adéquat, des projets économiques émergents, un capital humain sérieux, l'éthique et la bonne gouvernance et l'impact pour les populations pour lesquelles nous travaillons. Donc ces valeurs-là, je pense qu'il faut trouver tous les moyens de les inclure à la jeune génération, qu'il n'y a pas de miracle et que quand on travaille sérieusement et qu'on est animé par des bonnes valeurs, on peut arriver effectivement à atteindre ces objectifs. Je pense deuxièmement, c'est de savoir que nous qui avions été là, nous avons l'obligation, la volonté, la responsabilité de rester accessible, disponible pour ces jeunes en tant que mentor, pour qu'ensemble on bâtit cette Afrique que nous aimons tant, cette Afrique que nous méritons. Merci. Merci Robert. Qui trop embrasse mal étreint. Cheikh Ibrahima Diong fait sans doute mentir la maxime. Pratiquement sur tous les fronts, cet assoiffé d'action et de résultats au service du continent a été fort inspiré d'appeler son cabinet ACT comme action. Activité avec dynamisme pour une réflexion au service de la mise en œuvre et de résultats concrets. Rassembleur, généreux dans l'effort, actif sur les réseaux sociaux, forats et rencontres majeures qui interpellent l'Afrique, il reste un homme au service du développement continental et un exemple pour la jeunesse. On ne s'appelle pas Ibrahima pour rien, cher de surcroît. Très sociable, séducteur, Ibrahima est doté d'un commerce agréable. Il sait se montrer amical dans toutes les situations, en restant ferme quand il le faut. Avec la faculté de s'adapter aisément à tous les nouveaux environnements, comme le démontre son parcours, il reste ambitieux et continue à travailler sans relâche pour que ses projets aboutissent. J'allais oublier pour la petite confidence, monsieur est ouvert sur le monde, allant des États-Unis d'Amérique à la Chine, où il a obtenu un certificat de mandarin à l'Institut des langues de Pékin. Bon vent, homme d'action. Chers téléspectateurs, nous voilà au terme de cette émission Leader d'Afrique qui nous a permis de découvrir ou de redécouvrir Cheikh Ibrahima Diong, un modèle de réussite aussi bien au Sénégal que dans la sous-région ouest-africaine, dans le reste de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde tout simplement. Merci d'avoir été là et rendez-vous pour le prochain numéro. Excellente soirée. Au revoir.